Alors, chers étudiants, chers collègues, chers chercheurs, chers invités, Madame la vice-doyenne, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous accueille ce matin à notre dialogue de la recherche. C'est un moment privilégié pour échanger, réfléchir et surtout faire progresser la médecine dentaire par la recherche. Depuis mon arrivée à la tête de la faculté, je suis extrêmement heureux de voir les avancées qui ont été réalisées grâce à l'engagement de chacun, mais je suis particulièrement enthousiasmé de l'élan impulsé par notre vice-doyenne à la recherche, Arlette Colta, avec son équipe. Alors, je vais me permettre de les nommer. Il y a son adjointe, Fanny Godel. Il y a sa conseillère à la recherche, Negin Eslamia Mirabadi. Mesdames, merci infiniment. Alors, on entame aujourd'hui ce que j'espère être un nouveau chapitre prometteur de la Faculté de médecine dentaire. Historiquement, on est mondialement reconnu pour notre excellence en recherche dans plusieurs domaines, entre autres neurosciences, la douleur, les tissus calcifiés, les troubles du sommeil, pour ne nommer que ceux-là, mais nous aspirons à élargir notre vision et nos ambitions. Notre réalité à la Faculté de médecine dentaire, c'est qu'on forme majoritairement des cliniciens. Plus de 95% de nos étudiants vont devenir des dentistes généralistes ou spécialistes. Je suis conscient que notre faculté ne peut pas rivaliser en taille avec d'autres facultés qui ont littéralement des douzaines, voire des centaines d'étudiants au cycle supérieur et qui font de la recherche avec leurs professeurs. Mais notre force à nous, c'est la clinique. Et on a l'opportunité de jouer un rôle déterminant en renforçant la recherche clinique en médecine dentaire, en favorisant les ponts avec la recherche fondamentale pour mener à de la recherche translationnelle et aussi en misant sur des collaborations interdisciplinaires avec d'autres facultés. Et c'est de cette façon qu'on va pouvoir maximiser l'impact de nos découvertes et optimiser le financement de nos projets de recherche. Dans une université comme la nôtre, notre devoir, c'est d'exposer le plus possible nos étudiants de la recherche. Et comme on a très peu d'étudiants au cycle supérieur, un de mes souhaits ambitieux que j'espère réaliser avant la fin de mon mandat est celui d'intégrer tous nos étudiants à la recherche. Que ça ne soit qu'aborder, l'apprivoiser ou encore s'investir dans la recherche, c'est développer des compétences essentielles comme un esprit critique et une curiosité scientifique, des atouts qui sont incontournables pour une carrière en sciences de la santé. Vous le savez, la médecine dentaire, c'est tellement plus que juste réparer des dents. Alors, je souhaite souligner l'importance de nos jeunes professeurs et chercheurs qui sont présents aujourd'hui. Vous êtes la future génération qui va porter ces projets de recherche innovants et qui va contribuer à faire rayonner notre faculté. Soyez assurés que nous vous soutiendrons et je pense que vous pouvez déjà le constater avec la structure qui est en train d'être mise en place et qui a été rendue possible, entre autres, par des dons de partenaires de la faculté, dont celui particulièrement important de la Fondation Jean-Louis Lévesque. Je tiens aussi à remercier chaleureusement notre ancien doyen intérimaire, Michel Carrier, qui est avec nous aujourd'hui, pour avoir inoculé ce mouvement crucial vers le développement de la recherche clinique. Alors, en conclusion, je suis convaincu que cette journée va marquer un tournant important dans la consolidation de notre faculté en tant que pôle de recherche de haut niveau. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une journée inspirante. À mon tour de vous remercier tous d'être présents en si grand nombre, étudiants, professeurs, collègues, anciens doyens, merci de nous honorer de votre présence et particulièrement un grand merci à tous les conférenciers qui ont accepté notre invitation. Vraiment, on est très contents du programme de la journée. Je voudrais également remercier mon équipe qui a été d'un soutien incroyable et d'une efficacité incroyable. Je voudrais également remercier ceux qui ont soutenu financièrement cet événement, comme le Fonds des professionnels, le Fonds Ernest Charon, et également, à mon tour, remercier la Fondation Jean-Louis Lévesque pour le soutien financier qu'elle donne aux travaux de recherche dont vous entendrez parler aujourd'hui par nos jeunes recrues. Alors, je ne m'étendrai pas très, très longtemps. Mais avant de passer à d'autres choses, en fait, je voudrais également remercier beaucoup notre doyen pour le soutien qu'il nous donne pour le développement de la recherche, qu'elle soit fondamentale ou clinique. C'est vraiment, ça change complètement la donne de travailler avec des gens qui nous soutiennent autant. Alors, merci Hugo pour ce soutien.
Et aussi, je voudrais remercier notre ancien vice-doyen à la recherche qui est présent dans la salle et qui a travaillé très fort avant moi pour maintenir un état des lieux qui est quand même tout à fait respectable. Donc, je veux juste vous donner un aperçu de la journée, de l'avant-midi qu'on aura aujourd'hui et vous dire que comme l'horaire sera très, très chargé, on sera sans merci pour le respect du temps. Donc, on va vous agiter des pancartes pour vous dire aux conférenciers combien de temps il vous reste avant de passer à la période de questions. Et puis, je vais essayer d'être sans merci pour l'heure de la fête. Donc, nous avons organisé la journée, en fait, autour de 3 sessions, 3 mini-sessions qui sont orientées sur les thématiques de recherche de nos jeunes professeurs que nous venons de recruter. Nous avons eu la chance de pouvoir recruter 4 professeurs dans les 2 dernières années. Et vraiment, c'est une chance incroyable qu'on a eue. Et ces professeurs travaillent un peu en tandem. Et autour de chacune de ces sessions, on a voulu faire venir un conférencier de l'écosystème local dont l'expertise porte sur l'utilisation de l'intelligence artificielle autour de la même thématique de recherche. Et notre objectif en faisant ça, c'est que nous allons recruter bientôt, nous avons un poste ouvert présentement pour recruter un professeur en intelligence artificielle et évidemment, nous aimerions tisser des ponts, des liens avec la communauté locale pour faire ça et on veut évidemment exposer toute notre communauté à nous, à ce qui existe déjà dans l'environnement à Montréal. Donc, les 3 sessions sont, la première portera sur la gérodontologie et la santé publique. Nos deux professeurs nouvellement recrutés qui seront conférencières sont Cybèle Dalfabro et Nadia Gargouri. Je présenterai chacun des speakers juste avant. Et notre expert invité est Dr Matadil de l'université de la faculté de médecine dentaire de l'université McGill. Nous aurons ensuite une deuxième session sur cancer et molécules bioactives et les conférencières seront Dr Depta Eshwar et Amel Benlaga, suivi par une pause café. Et au retour de la pause, nous aurons le conférencier invité Olivier Maillot autour de cette thématique. Et ensuite, nous aurons la 3e session sera autour de la restauration, l'autotransplantation et la recherche crânio-faciale. Les conférenciers sont Manuela Ritt, qui est une nouvelle professeure, et Dr François Guilbeault de l'École polytechnique. L'avant-midi se clôturera par les présentations des stagiaires d'été qui nous présenteront les travaux qu'ils ont faits au cours de l'été passé. Alors, sans plus tarder, je vais présenter le premier conférencier qui, lui, est un invité de marque quand même, Dr. Allison. Dr. Allison qui va nous... j'aurais dû ouvrir mon fichier avant. Ça, c'est bien intelligent. Alors, Dr. Allison, qui n'a pas besoin de présentation pour la plupart d'entre nous, qui est un dentiste de formation au départ, mais spécialisé en chirurgie buccale et maxillofaciale, et qui, après ça, a poursuivi ses travaux de recherche en santé publique dentaire. Il a occupé plusieurs rôles extrêmement importants dans la scène canadienne et québécoise pour le développement de la recherche en médecine dentaire. Il a été doyen de la faculté de médecine dentaire de McGill de 2008 à 2018. Il a été président de l'Association des facultés de médecine dentaire du Canada de 2015 à 2019, président de l'Académie canadienne des sciences de la santé en 2019-2020 et membre du conseil d'administration des instituts de recherche en santé du Canada de 2018 à 2021 et ensuite de 2022 à 2025. Plus récemment, il a joué un rôle clé dans le développement de l'élaboration de la recherche, de la stratégie nationale de recherche en santé bucco-dentaire au Canada. Et il va venir nous en exposer les grandes lignes aujourd'hui.
Alors, Paul, je ne sais pas si toi, tu vas l'annoncer à la fin de ta présentation, mais moi, je profite de l'occasion pour vous dire que hier, pas plus tard qu'hier soir, nous avons reçu, pour les intéressés, là, ceux qui présentent des applications aux IRSC, nous avons reçu l'avis que pour le prochain concours de projet aux IRSC, ceux qui appliquent peuvent, si leur recherche est en lien avec la stratégie nationale de recherche en santé bucco-dentaire, peuvent signaler qu'il y a un concours de priorisation pour leur projet. Alors, sur ce, Paul, je te laisse la parole. Est-ce que c'est moi qui fais avancer les diapos? Ah, oui, pardon. Avant de laisser la parole à Paul, je voudrais faire quand même 2 petites annonces très rapidement. C'est que je voudrais rappeler aux étudiants dans la salle que vous avez jusqu'au 20 janvier pour soumettre votre application pour pouvoir faire un stage de recherche cet été avec un de nos professeurs à la faculté. Et je voudrais aussi annoncer tout de suite, bien qu'elle ne soit pas encore tout à fait lancée, mais notre intention nous travaillons très fort avec Nelly au lancement d'une banque de données qui s'appellera Dans ta banque et que l'on espère va changer vraiment, nous aider à vraiment développer ou changer le visage de la recherche au niveau de la faculté. Alors, Paul, maintenant, c'est vrai, je te cède la parole. Bon. Oui, j'espère, je pense. Oui, ça marche comme ça. OK, bien bonjour. Merci beaucoup, Alette. Merci beaucoup, tout le monde, pour l'invitation de venir présenter cette stratégie chez vous. Ça me fait beaucoup de plaisir de venir ici. Je suis d'origine anglaise, de l'Angleterre. Je suis venu à Montréal il y a 30 ans. Je suis tombé en amour avec une femme de Montréal et je suis resté ici, toujours avec elle. Mais quand j'ai commencé en 1994, j'ai été un étudiant en doctorat ici à l'Université de Montréal. Et donc, bon, après ça, j'ai changé McGill. Mais bon, j'ai toujours eu ce contact. Je connais Arlette, je connais Gilles Lavigne, je connais plein de monde dans cette faculté depuis longtemps et ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Et merci beaucoup. Donc, tout ça pour présenter cette stratégie. C'est sûr, si vous allez sur le site web des instituts, l'Institut de l'appareil locomoteur et l'arthrite, il y a une copie de ça là, mais il y a des anciennes copies ici, une version toute de tout. Ici, il y a quelques versions, mais aussi ici, si ça vous intéresse, il y a une espèce de résumé anglais-français aussi. Et ça, c'est tout en français. Donc, on essaie de rendre ça le plus disponible possible pour tout le monde. Et ce que je vais faire, c'est juste donner un bref résumé du processus de la développement de cette stratégie. Et c'est pourquoi on a fait ça et qu'est-ce que ça implique et comment vous pourrez devenir impliqué avec ce projet-là qui vient de démarrer. Et on veut que ça implique tout le monde qui veut faire la recherche dans le domaine de santé bucco-dentaire au Canada. Donc, vraiment, oui, je suis privilégié d'être un des co-chairs avec un collègue de Dalhousie University, Léa Rock, mais on a impliqué beaucoup de personnes déjà, puis on va impliquer beaucoup d'autres personnes. Donc, pourquoi faire ça maintenant? Pour longtemps, selon moi en tout cas, dans le domaine de santé bucco-dentaire, puis la recherche, les soins dentaires au Canada, puis ailleurs dans le monde, il n'y avait rien qui bougeait. Ça continuait comme ça a été. C'était correct, mais il y avait des gens comme moi qui disaient, ben, il faut changer ça, il faut changer ça, il faut changer blablabla, bla, bla, il faut faire la recherche sur ça, puis ça ne bougeait pas vraiment. Mais là, maintenant, depuis quelques années, il y a vraiment des mouvements. Donc, au niveau international, l'Organisation mondiale de la santé a sorti l'année passée une stratégie pour les soins dentaires, la santé dentaire et la recherche dentaire. Donc, ça c'est très important que l'Organisation mondiale de la santé dit
que c'est important. Ça veut dire que toutes les nations impliquées avec les Nations unies sont d'accord que c'est important. Et ça, c'est, même si ça ne nous touche pas quotidiennement, c'est très important politiquement d'avoir ce statement-là. Donc, ça, c'est super. Il y a aussi une affaire qui va sortir bientôt, de Lancet Commission. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Lancet. Le Lancet, c'est le plus gros journal médical de recherche et médical, soins médicaux au monde. Et de temps en temps, ils font les Commission On. Ça veut dire ils forment les groupes pour discuter et faire un rapport sur certains sujets. Et ils ont décidé de faire un sur le sujet de la santé bucco-dentaire qui va sortir, je pense que probablement cette année, en 2025. Et ça a beaucoup d'influence aussi dans le domaine de recherche, mais aussi avec les politiques. Les gens qui travaillent avec les politiciens lisent les articles dans ce journal-là parce que l'impact politique de ce journal est très important. Donc, mondialement, il y a des choses qui se passent. Puis au Canada, on a un appui très, très, très important de cet institut de l'arthrite. Des fois, on se plaint parce qu'on se dit, ben, c'est un institut de l'arthrite, musculo-squelette, etc. C'est où la santé, la bouche, etc. Mais franchement, à part le nom, l'appui qu'on a de cette organisation est vraiment extraordinaire. Puis c'est eux qui nous ont aidés beaucoup avec ce processus, puis ils continuent de nous aider avec ça. L'annonce qu'Arlette vient de faire, c'est à cause de cet institut-là. Aussi, on a avec excuse-moi, je ne sais pas comment on l'appelait en français, mais le Canadian Dental Care Plan, le nouveau programme fédéral, ça a sorti, ça amène les soins dentaires vraiment de premier plan dans les journaux, les médias, les discussions politiques, etc. Donc, on a vraiment cette place-là. Et avec ça, finalement, Statistics Canada sont impliqués à collectionner des données par rapport à la santé bucco-dentaire au Canada. La dernière fois, il y avait une étude sur la santé bucco-dentaire au Canada dans les années 70 du dernier siècle. Puis, il y avait un autre qui était fait en 2007-2009. Ça, c'est les seules 2 études de la santé bucco-dentaire au Canada. C'est épouvantable. C'est horrible. Là, ils viennent de finir le collecte de données en décembre 2024. Une étude qui a pris 2 ans. Les données vont sortir dans la prochaine année. Tous les chercheurs, si vous voulez, vous pouvez être impliqués avec ces données-là, utiliser ces données pour faire vos propres projets de recherche. Ils vont avoir un rapport préliminaire qui va sortir dans la prochaine année. Mais après ça, tous nous qui veulent faire la recherche sur ça, qu'on peut utiliser la recherche, le questionnaire, ils ont les échantillons biologiques, ils ont toutes sortes de données sur la santé en général des personnes impliquées. Donc ça va sortir. Et Statistics Canada, maintenant, ils ont fait des surveys des patients dans la population en lien avec le Canadian Dental Care Plan et aussi avec les professionnels. Donc, tout à coup, au Canada, il y en a des données partout. Puis quand c'est Statistics Canada, comme j'ai dit, eux autres, ils collectent les données, ils font les analyses préliminaires, puis après ça, ils mettent toutes les données dans les centres où on peut avoir accès. À l'époque, jusqu'à avant la pandémie, c'était toujours dans un lieu spécifique. Ici, à l'Université de Montréal, vous avez un centre de Statistics Canada où vous pouvez aller pour analyser n'importe quelle donnée de Statistics Canada. Maintenant, ils font un processus où vous pourrez accéder à ces données online aussi. Donc, il y a un processus pour être sûr que vous voulez faire ça pour les bonnes raisons, mais ce n'est pas très compliqué. Donc, bientôt, tout le monde ici, tout le monde au Canada qui veut, vont avoir accès à plein de données. Donc, il y a plein de raisons d'être impliqué finalement dans le domaine de la recherche en santé bucco-dentaire.
Ce processus-là a impliqué beaucoup d'organisations, dont l'Association des facultés de médecine dentaire au Canada. Donc, on était, toutes les écoles, les 10 écoles dentaires étaient fortement impliquées avec tout ça. On a consulté très largement pour ce projet. On a fait des sondages, puis on a eu plein de réponses. On a invité en mars 2023 pour un peu commencer le processus. On a organisé une rencontre avec 70 personnes de partout au Canada, avec toutes sortes d'intérêts, toutes sortes de points de vue. Après ça, on a fait une équipe, c'était à peu près 70 personnes, 77, excuse-moi, qui étaient impliquées dans tout le processus de l'écriture et de révision, etc., de cette stratégie. Et finalement, on a fait des webinaires avec plein de monde pour avoir leur feedback aussi. Puis, finalement, on l'a publié en juin 2024. Puis, c'était fait avec la présence des représentants de l'Organisation mondiale de la santé et le ministre de la Santé. Parce que c'est avec les Instituts de recherche du Canada et le ministre de la Santé est responsable pour cette organisation-là. Donc, c'est lui qui a annoncé ça. Donc, c'était, pour nous, en tout cas, c'était une grosse affaire. Bon, on ne peut rien lire tout ça, mais ça décrit, puis c'est tout dans le document, si vous voulez le lire, puis allez sur le site de l'Institut de musculo-squelette et l'arthrite. Vous allez avoir accès à ça en anglais et en français. Puis ça dit, comme je viens de dire, qu'on a consulté, puis il y avait toutes sortes de différents processus et moments où on a impliqué toutes sortes de monde. On voulait toujours impliquer le plus large nombre de personnes possible, et c'est toujours le cas qu'on veut faire ça parce qu'on est maintenant dans la prochaine étape. On a écrit ça et maintenant, on veut que ça devienne un truc très actif qui nous pousse à faire toutes sortes de bonnes choses. Ça, c'est l'espèce d'encadrement de cette stratégie. Je viens de remarquer quand je lisais ces diapos hier soir qu'il y a une erreur là. En haut, ça devrait dire mobilisation des données. Donc, mais ça implique tout. On avait 6 thèmes, disons, dans la stratégie. On a dit qu'il y en avait 2 qui étaient des approches globales. Donc, les inégalités, les identités, ça, c'est pas ça. Il y a des erreurs ici, excuse-moi. Je vais lire ça de la version anglaise. Excuse-moi pour ça, j'aurais dû... Donc, il y avait dans le premier, en haut, les approches globales étaient la mobilisation des connaissances et excuse-moi, anglais, environmental sustainability. Donc, ça englobe tout. Donc, on veut impliquer l'environmental sustainability dans tous les éléments de recherche et les soins dentaires. Ça devient comme, j'imagine, on est tous d'accord que ça, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est des approches qui englobent tout ce qu'on veut faire. Puis après ça, on veut focuser sur les méthodes, intelligence artificielle et les technologies omiques. Puis après ça, les sujets qui sont prioritaires, qui sont l'accès aux soins et les inégalités et les identités avec la santé beaucoup dentaire. Vous pouvez voir que c'est des priorités, les sujets, les topics, les noms très larges. Et c'est ça l'intention. Et quand Arlette dit qu'il y a un priority pool, donc ça veut dire dans la prochaine compétition qui s'en vient dans les prochains mois, déjà, avec les instituts. J'ai commencé tard, là. J'ai oublié ce que j'allais dire. En tout cas, il y a une compétition qui s'en vient, puis il faut que je pars vite. Donc, je vais traverser tout ça. Ça, c'est juste pour
dire tous les sujets. On a un horaire qui nous pointe à faire qu'est-ce qu'on va faire pour les prochaines années. Et dans ça, oups. Bon, oui, je vais passer ça. Donc, je pense que je vais aller directement à la fin. Donc, OK, je vais prendre 2 minutes de plus. Merci. Donc, oui, ça part mal. Hein? On a formulé cette fameuse stratégie et on s'est dit, il faut formuler un groupe d'implication, d'organisation, d'action, disons. Et donc, d'abord, dans nos plans, il fallait publiciser ça. Donc, voilà quelques exemples. On a publié ça dans le Journal of Canadian Dental Hygienist à gauche, à droite, Ontario Dentist. Puis, au milieu, on est très content parce que le Journal of Dental Research, qui est le plus gros journal de recherche dentaire mondialement, a publié notre résumé de cette stratégie. Puis, ça a été sorti juste avant Noël. Donc, là, ça, c'est un résumé. Puis, on fait une présentation. Il y a 2 gros rencontres de recherche dentaire mondialement cette année à New York avec l'Association américaine et canadienne, puis à Barcelone en juin pour tous les chercheurs mondiaux. Puis on va faire les présentations de tout ça dans ces organisations. Puis on essaie d'utiliser le Canada comme un bon exemple. L'Organisation mondiale de la santé nous a félicités parce que parmi leurs priorités, c'est d'avoir une stratégie nationale dans chaque pays. Puis il y a très, très peu de pays qui ont cette stratégie. Donc, nous, on a ça. On a formé un groupe. On a demandé toutes sortes de monde. Peut-être tu as reçu le courriel l'automne passé. Puis on a formé un groupe d'action qui va avoir une première rencontre ce mois, là, à la fin du mois. Puis, on veut démarrer tous les projets liés avec les différents sujets dont je viens de parler. Puis, on va faire des appels pour les gens d'être impliqués avec ces projets-là. Et on veut que tout le monde doit être impliqué. Donc, oui, comme j'ai dit au début, je suis privilégié d'être un des co-chairs de ce projet-là, mais ce n'est pas le projet de Paul Allison et Léa Rock, ce n'est pas le projet des instituts de recherche, c'est notre projet. C'est vraiment un très, très, très bon moment dans le domaine de la recherche dentaire, de s'impliquer. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Donc, je regarde tous vous, les étudiants, maintenant, si vous êtes intéressés dans la recherche, c'est un très bon moment d'être impliqué. Voilà, merci. Paul, est-ce que tu vas être encore avec nous à la pause café? Oui, jusqu'à la pause, oui. OK. À moins que vous ayez une question qui vous brûle les lèvres, là, avez-vous une question qui vous brûle les lèvres? Non? Non, mais vous aurez l'opportunité de discuter avec Paul pendant la pause café. Il y a les documents en avant et puis vous pouvez compter sur moi pour vous transmettre tous les développements qu'il y aura avec le groupe de travail que Paul a mentionné. Alors, merci beaucoup pour cette présentation, Paul, et merci surtout pour les efforts que tu as faits pour le développement de cette stratégie. C'est vraiment, tu contribues fortement à mettre la santé bucco-dentaire sur la map au Canada et au monde. Donc, sans plus tarder, pour rester dans notre horaire très serré, j'invite Dr. Cybèle Dalle-Favreau, à venir nous faire sa présentation. Donc, Cybèle est une des professeurs récemment recrutées à la faculté, mais ce n'est pas parce qu'elle est récemment recrutée à la faculté qu'elle n'a pas une grande expérience. Elle a été formée comme dentiste et prostodontiste au Brésil. Elle a entre-temps acquis aussi plusieurs certificats, plusieurs spécialités, et elle a fait un PhD elle est spécialisée en douleurs bucco-dentaires et elle travaille beaucoup sur la médecine dentaire du sommeil aussi. Elle a également œuvré en cabinet privé et dans le milieu de la recherche au Brésil.
Elle a joint nos rangs en avril 2024, d'abord comme professeure associée en 2023, mais officiellement en 2024. Et aujourd'hui, elle va venir nous parler de ses travaux. Pourquoi ça revient là? De ses travaux sur comment la médecine dentaire peut aider les patients avec cancer oropharyngé et apnée obstructive du sommeil à avoir une meilleure qualité de vie. C'est long, hein? C'est pas grave. Merci. Merci, Arlette. Bonjour à tous. Merci pour être venus. Arlette a dit les noms très, très longs de ma présentation. En fait, j'ai choisi ça parce qu'aujourd'hui, c'est une journée beaucoup sur les cancers et c'est un des axes de mes recherches, mais je vais montrer, avant de montrer ces projets-là, j'ai mis quelques projets que je suis en collaboration ici à l'Université de Montréal et à l'International aussi. Donc, je vais juste souligner deux projets, les premiers et deuxièmes qui sont sur les patients âgés, c'est mon domaine maintenant, la gérodontologie, avec Dr. Nelly Hume et avec collaboration du professeur Pierre Ranville et ici les projets sur les cancers que je vais présenter bientôt sur l'orientation du professeur Mathieu Schmidt-Bull. Et ici, les projets en collaboration internationale aussi, évidemment, j'ai beaucoup de choses en collaboration avec les universités au Brésil, à 3 universités où j'ai fait mon master et mon doctorat surtout, mais aussi quelques collaborations à l'Université de Michigan aux États-Unis, à l'Université Complutense de Madrid en Espagne, et un cours maintenant aussi avec la Belgique. Donc ici, les projets que je vais présenter, donc c'est un projet qui est en train d'être collecté, il n'est pas fini, qui on collecte au CHUM en stomatologie chez les individus avec cancer oropharyngé, comme je viens de dire, orienté pour le professeur Mathieu Schmidt-Bull et les financements pour les fonds Édouard Dubord. Et il faut dire que parmi les conséquences d'apnée obstructive du sommeil qui sont associées au cancer, on peut souligner l'inflammation, les stress oxydatifs, les dysfonctionnements du système nerveux autonome. Et pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences immédiates à chaque événement d'apnée du sommeil, qui sont surtout la fragmentation du sommeil et l'hypoxie intermittente. Donc, à chaque fois que les patients a un événement, il y a une baisse d'oxygène et il y a une fragmentation du sommeil. Mais il faut dire que l'incidence d'apnée du sommeil sur tous les types de cancers est similaire, selon des études qui comparent à groupe contrôle. Mais l'apnée du sommeil elle augmente les risques pour quelques types de cancers, comme les mélanomes, les cancers des pancréas et du rein. Et il faut dire une bonne nouvelle, c'est que chez les personnes atteintes d'un cancer, la présence d'apnée du sommeil n'était pas associée à un risque élevé de métastases ou de décès, selon cette étude ici d'un cohorte de plus de 5 millions de personnes. Donc, on se demande si les cancers oropharyngés peuvent prédisposer les individus à l'apnée du sommeil. Selon ces revues systématiques, oui, il y a une incidence plus élevée, c'est presque le double, environ 60% des gens qui ont un traitement de cancer d'oropharyngée ont d'apnée de sommeil, par rapport à la population générale qui c'est environ de 10 à 38%. Et ces différences peuvent survenir en fonction des types de traitements. Donc, en parlant de type de traitement, on voit ici, c'est une revue systématique avec 14 études, ils ont montré que 5 études qui étaient incluses dans ces revues systématiques ont montré que oui, il y a un risque élevé pour l'incidence de cancer, d'incidence d'apnée du sommeil après radiothérapie dans 2 études ici et après la chirurgie dans 3 études. Et 2 études montrent qu'après la chirurgie, les risques, c'est de 5,5, le odds ratio, et ici de 11,5 pour la radiothérapie, après la radiothérapie. Et pourquoi il y a cette association? Comment on peut expliquer ça? Il y a beaucoup d'hypothèses. Parmi ces hypothèses, on peut dire la fibrose,
les pertes de soutien après l'ablation totale ou partielle de la cartilage thyroïde, les déplacements de la langue, les lésions neurales, les dysfonctionnements des muscles dilatateurs du pharynge, des glandes salivaires. Donc, ce sont des hypothèses qui peuvent expliquer cette association après le traitement du cancer oropharyngé et l'apnée du sommeil. Okay? Et les traitements considérés les gold standards, c'est la PPC ou le CPAP. Et cette étude montre, c'est la même étude, a montré que parmi ces patients-là, 173 patients de presque 400 ont essayé d'utiliser la PPC. Selon 2 études, la tolérance est 0,0. 2 autres études, 1 à chaque 3 patients, et juste une étude de 75% qui peut utiliser la PPC, qui tolère la PPC. Donc, dans ce scénario, c'était commencer le projet Oncoronco au CHUM, qui c'est un projet en 2 volets, c'est un volet questionnaire et un volet clinique. Donc, les questionnaires, les objectifs sont d'identifier les troubles du sommeil, la qualité de vie chez les patients atteints de cancer après la radiothérapie. Donc, là, on sélectionne juste après radiothérapie. Et le volet 2, c'est un volet clinique avec une orthèse d'avancée mandibulaire pour évaluer la tolérance d'orthèse, ses bénéfices sur les ronflements, l'apnée du sommeil, la qualité de sommeil et la qualité de vie. Donc, je ne vais pas tout lire ici, évidemment, mais les critères d'inclusion, c'était les patients après radiothérapie, les patients adultes, femmes et hommes. Et les questionnaires sont les questionnaires démographiques, antécédents médicaux, et beaucoup de questionnaires sont validés, comme pour l'insomnie, qualité de vie, sommeil, la qualité de sommeil, c'est le Pittsburgh, la somnolence, fatigue, risque d'apnée, c'est le Stop Bang. Et les autres ici, on n'a pas évalué pour le moment parce que je vais montrer quelques résultats. Oups, pardon. Donc, on peut voir que 70% sont des hommes. L'âge moyen, c'est de 55 ans. Donc, on a vu que presque 40% sont des patients plus âgés, de 60 ans et plus. Et on va, pour les futurs, faire une évaluation, une statistique en comparant les plus âgés et les moins âgés. Pour la qualité de sommeil, les Pittsburgh a montré qu'ils ont une qualité de sommeil modérée. Mais quand on voit ici que la qualité de sommeil mauvaise, c'est de 11 ou plus d'11, on peut voir qu'il y a quand même un groupe avec une qualité de sommeil mauvaise. Donc, environ un tiers des patients ont une qualité de sommeil mauvaise de 11 ou plus, mais la qualité de sommeil moyenne, c'était d'environ 8,7 et la médiane de 9. Et la fréquence des troubles de sommeil, selon les questionnaires, donc les ronflements, malgré les ronflements étaient bas, selon qu'on attendait, les 30%, les risques d'apnée de sommeil, c'était 52%. Donc la fréquence, la prévalence, c'est environ de 30%, donc c'était presque le double. La somnolence était très haute, 62%. L'insomnie, presque 30% de plaintes d'insomnie, et dans la population générale, c'est de 10 à 15%. La fatigue, on considère pour les Schauder, la fatigue, c'est 16 ou plus de 16, c'est fatigue excessive. On peut voir que la moyenne, c'était déjà, les patients sont fatigués, la médiane aussi. Donc, on peut voir ici que presque, on dit la moitié, mais c'est plus que la moitié de ces patients-là, probablement 60%, présentent une fatigue excessive. Et quand il y a une question de fatigue aussi dans les Stop Bang, c'est 43%. Et la qualité de vie de ces patients-là sont inférieures à la moyenne. La qualité de vie, selon les SF12, il y a une composante physique et une composante mentale. On peut voir que les deux, inférieurs à la moyenne, c'est moins de 50, on considère inférieur à la moyenne. Et le volet 2, c'était les polysonographies, le type 3, pendant 3 nuits, et après, l'orthèse d'avancée mandibulaire était offerte à ces patients-là. Et on peut dire que de 6 patients, parce qu'on a eu 6 pour les volets 2 pour le moment, 3 ont exclu, un pour un diagnostic d'apnée sévère et un risque professionnel, il était bien contrôlé, la PPC. On a refusé l'orthèse en raison de la taille de la thèse. Un
elle avait une intervention chirurgicale d'implant dentaire programmée qui a reporté sa participation. Et 3 ont été enrôlés à ce jour avec une tolérance acceptable, amélioration de la qualité du sommeil, moins de réveil. Et une patiente, pendant l'évaluation qualitative, elle a dit que les retours dans la chambre du partenaire du sommeil étaient les principaux résultats positifs. Donc, pour finir, donc, les messages importés sont que les patients avec cancer oropharyngé, ils ont plus de risques d'apnée du sommeil, plus d'insomnie, plus de somnolence, ils sont plus fatigués, ils ont une qualité de sommeil modérée à mauvaise et une qualité de vie inférieure à la moyenne. Et quand il y a besoin de traiter l'apnée du sommeil de ces patients-là, les CEPA pour la PPC, l'effet est discuté, l'adhésion est vraiment faible et l'orthèse d'avancée mandibulaire semble être une option d'intérêt qui nous permettrait d'investiguer si on peut moduler l'inflammation et ses risques associés à l'angiogènèse, la prolifération tumorale et la métastase. Et il y a évidemment des limitations, et une des limitations les plus difficiles, c'est que c'est un échantillon vraiment difficile à collecter. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Cybèle, pour cette présentation et d'avoir gardé le temps. Est-ce que vous avez des questions? Nous avons le temps pour quelques questions. Est-ce que vous pouvez simplement peser sur le bouton devant vous, qui va être un microphone, si vous voulez poser des questions? Sinon, on peut peut-être avoir des questions. Oui? Alors, il faut juste peser sur le bouton devant. Oui, j'avais une question. Au début de votre présentation, déjà, merci pour la présentation déjà, et Merci. on comprend assez aisément que le traitement d'un cancer oropharyngé peut entraîner l'apnée du sommeil. Mais ce qui m'a un peu stressé au début, c'est que l'apnée du sommeil est devenue très récurrente. On comprend que ça touche la vie de nos patients. Ils sont très, très inquiets. Et nous, en ortho, c'est une préoccupation journalière. Alors, au début, vous avez dit que l'apnée du sommeil pouvait aussi être un risque de cancer, un facteur de risque de cancer. Et ça m'a vraiment stressé parce que si c'est le cas, on va vraiment paniquer avec tout le patient. C'est pour ça qu'il faut les traiter. C'est pour ça que j'ai montré les diapos. En fait, j'ai une présentation juste pour montrer pourquoi j'ai présenté ça dans les congrès mondiaux du sommeil l'année passée. Mais c'est vraiment long, on n'avait pas du temps. Mais oui, il y a les risques. Pourquoi? Parce que l'apnée du sommeil entraîne la fragmentation du sommeil, l'hypoxie intermittente. Et les conséquences de ces deux choses, ça arrive à chaque événement. Donc, si les personnes à 30 événements par heure, à la fin d'une nuit, mais on dort toutes les nuits, hein? On ne peut pas rester réveillé. Donc, les conséquences sont là toujours. Donc, c'est l'inflammation, c'est la dépolarisation des macrophages, c'est l'altération du système nerveux autonome. Donc, c'est toujours là. Oui, il y a un risque. Mais il y a une chose importante à dire aussi, c'est que la littérature est vraiment claire pour les patients plus sévères. Ce n'est pas quelque chose que les patients légers va avoir des complications comme ça. Et ça, c'est important à dire parce que quand j'ai fait mon doctorat, il y a longtemps, mon PhD, c'était sur les complications cardiovasculaires d'apnée du sommeil et les traitements avec la PPC et l'orthèse. Et j'ai choisi à cette époque-là évaluer les patients modérés sévères parce qu'on sait que les patients modérés sévères ont des complications cardiovasculaires. Pour les patients plus légers, ce n'est pas vrai parce qu'on ne savait pas, mais quelques groupes ont commencé à publier sur les patients plus légers. Ils ont démontré quand même les études au Brésil. Il y a un groupe en France aussi, professeur... j'ai oublié, mais je vais trouver le nom. Mais on a montré que pour les patients légers, les complications cardiovasculaires ne sont pas là. Donc, il faut surveiller ces patients-là s'ils gagnent le poids, si les femmes entrent en ménopause, qui va empirer cette situation. Donc, ce sont des situations qu'il faut surveiller les patients s'ils vont avoir une apnée plus modérée ou sévère avec l'âge ou avec les gains de poids, supposons. Mais ce n'est pas tous les cas d'apnée, surtout les cas plus sévères. Oui, ça, c'est vraiment une chose à
à être inquiète si les patients acceptent pas les traitements. Je vais faire un merchan ici de notre traitement, de l'orthèse d'avancée mandibulaire, parce que la PPC, oui, c'est les traitements gold standard, oui, mais il y a des patients qui ne sont pas capables de s'adapter. C'est pour ça que pendant mon PhD et après quelques études, on a montré que l'orthèse d'avancée mandibulaire, si le patient est capable de bien l'utiliser et est capable d'avoir une position stable de protrusion mandibulaire, on peut avoir les mêmes résultats pour le système cardiovasculaire. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il faut traiter ces patients-là. Mais vous êtes ortho, hein? Les orthos ont peur des orthèses, normalement. Je ne sais pas vous, parce que l'orthèse va changer l'occlusion. Oui, c'est vrai, oui. J'enseigne l'occlusion, je sais que c'est un problème, mais il faut mettre en place qu'est-ce que c'est le plus important et dire au patient, OK, je vais traiter, je vais contrôler ton cas d'apnée de sommeil. Probablement, il va avoir quelques changements occlusaux, mais on va contrôler. OK? Je parle beaucoup, pardon. Il faut m'arrêter. Alors, message au prochain conférencier, si vous voulez avoir plus de questions, il faut donner des réponses moins longues. Parce que là, ça a limité le nombre de questions. Mais merci pour toutes ces explications qui ont été, que je suis sûre, ont répondu à d'autres questions. Merci beaucoup, Cybèle. Donc, on va passer à la prochaine conférencière dans la même thématique, qui est Dr. Nadia Gargouri. Qui est aussi également une jeune recrue de notre faculté. Alors, Nadia, elle a obtenu son DMD et a pratiqué la dentisterie en milieu hospitalier pendant une dizaine d'années en Tunisie. Ensuite, elle s'est enlevée au Québec, où elle a complété une maîtrise et un DESS à l'Université Laval en gérodontologie, suite à quoi elle a joint après le Centre d'excellence pour la santé bucco-dentaire et le vieillissement à l'Université Laval, et a assuré la coordination des activités de ce centre à partir de 2012. Elle a également agi comme conseillère en santé dentaire publique et en gérodontologie à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des services sociaux pendant plusieurs années. Alors, ça, c'est des titres à coucher dehors. Bon, et là, elle a également été donc, elle a exercé au ministère de la Santé et des Services sociaux comme, elle a agi comme adjointe exécutive et conseillère stratégique auprès du sous-ministre adjoint. Aujourd'hui, elle a joint nos rangs depuis juillet 2024 et elle est professeure adjointe en gérodontologie et va nous entretenir. Parler de gérodontologie, ma passion, et comment les problèmes bucco-dentaires se développent rapidement auprès des personnes âgées et comment on peut faire pour aider nos personnes âgées à avoir une meilleure santé bucco-dentaire. Donc, ça va être un beau défi de parler de tout ça en 10 minutes, mais on va y aller. Donc, pour commencer, je trouvais pertinent de commencer par définir la gérodontologie. On parle de pédo, on parle d'ortho, mais je trouvais pertinent de définir la gérodontologie. L'approche en gérodontologie, comment elle peut être différente. Un survol rapide du contexte sociodémographique, un coup d'œil rapide sur la santé bucco-dentaire et les stratégies de prévention, comment on peut prévenir, améliorer la santé bucco-dentaire de nos personnes âgées en perte d'autonomie. Donc, quand on parle de gérodontologie, la gérodontologie, c'est la prestation des soins bucco-dentaires, incluant les notions de gérontologie. Donc, quand on parle de notions de gérontologie, c'est vraiment les problèmes biologiques, les problèmes psychologiques, sociaux et économiques des personnes âgées. Donc, l'approche en gérodontologie doit être une approche holistique, une approche globale, centrée sur les besoins de la personne âgée pour vraiment répondre à ses besoins et offrir les soins appropriés et adaptés à ses besoins. Donc, quand on parle de personnes âgées, on parle de personnes de 65 ans et plus, mais l'offre peut vraiment être différente. Donc, ça peut aller d'une réhabilitation complète, une personne qui peut avoir 75 ans, qui est en pleine forme, qui est autonome, donc on peut viser une réhabilitation complète, comme ça peut aller vers des interventions qui visent vraiment le maintien d'une capacité masticatoire pour que la personne puisse bien manger, pour qu'il n'y ait pas de douleur. Donc, en cas de perte d'autonomie,
de déficit cognitif avancé, on vise plus le confort du patient. Ce que je voulais dire au début et que j'ai oublié, c'est que les photos que vous allez voir aujourd'hui, c'est des photos que j'avais prises quand j'ai exercé mes fonctions de coordonnatrice au Centre d'excellence pour la santé bucco-dentaire et le vieillissement. Et il y a certaines photos aussi qui m'ont été gentiment prêtées par mon collègue Dr Adèle Gozman. Donc, lors de la présentation, vous allez voir des photos qui sont pas belles, mais c'est vraiment des photos de la vraie vie, parce que quand j'étais au Centre d'excellence, on faisait des tournées de dépistage et donc on prenait des photos de la vraie vie de personnes âgées qui vivaient en centre d'hébergement. Donc, pour une personne âgée qui est autonome, donc la santé bucco-dentaire peut être bonne. Donc, la personne, on peut voir, donc il y a la sénescence de l'organe dentaire, on peut voir donc des abrasions, de l'attrition au niveau de l'émail. On voit la couche d'émail qui s'amincit, la dentine qui s'épaissit, qui donne un aspect jaunâtre à la dent. Mais les personnes sont autonomes, sont capables de prendre soin de leurs dents, de brosser leurs dents, d'aller faire les suivis réguliers chez le dentiste. Donc, la santé bucco-dentaire peut être maintenue en bonne santé, pas de caries, des gencives en bon état, roses, pas d'enflure, pas de saignement. L'enjeu, c'est qu'avec la perte d'autonomie, malheureusement, la santé bucco-dentaire se détériore rapidement. La personne oublie qu'il faut qu'elle brosse ses dents, elle oublie qu'il faut qu'elle ait ses suivis dentaires, qu'elle aille chez le dentiste pour ses détartrages. Et ce qui se passe, c'est que la santé bucco-dentaire se détériore rapidement, les caries se développent rapidement, donc on voit des prothèses qui sont instables et ça peut affecter l'estime de soi des personnes. Vous voyez des photos. Pour moi, chaque photo, c'est une personne parce que c'est des gens avec qui j'ai entretenu. Donc, la première photo, par exemple, c'est une patiente. Quand je voulais l'aborder, elle me disait « Je suis pas un bon cas pour vous, j'ai pas de belles dents. Quand j'étais plus jeune, j'avais de belles dents. » Donc, ça affecte l'estime de soi, ça peut affecter l'alimentation, la nutrition. Donc, la personne, en ouvrant la bouche, la prothèse qui tombe, donc la patiente finit par mettre la prothèse de côté pour pouvoir manger. Donc, l'approche auprès des personnes âgées en perte d'autonomie est vraiment différente. Elle se doit une approche holistique, adaptée à leurs besoins, parce qu'ils ont vraiment besoin de notre aide, pour les aider à avoir une bonne santé bucco-dentaire. Donc, on va faire un survol rapide de la croissance démographique. Donc, on parle de vieillissement de la population. Si on voit la projection démographique, donc d'ici 2031, ça veut dire dans à peu près 6 ans, la proportion de personnes âgées représenterait à peu près le quart de la population. Et en fait, au cours de ces 25 dernières années, on a vraiment observé une augmentation dans l'espérance de vie d'à peu près 4 ans. Donc, maintenant, l'espérance de vie est à peu près de 82 ans,5, ce qui est parmi les meilleurs donc, au monde. Et ce qu'on a observé au cours le 1er juillet 2023, c'est que la proportion des personnes âgées a augmenté pour devenir similaire à celle des jeunes. Donc, la proportion des personnes âgées est à peu près de 21% et celle des jeunes de 19 ans et moins maintenant est à peu près de 21%. Et si on observe les projections démographiques de l'Institut de la statistique du Québec, on va voir la proportion de personnes âgées qui va continuer à augmenter, celle des jeunes aussi, mais celle des personnes âgées augmente plus que celle des jeunes de 19 ans et moins. Donc, on va vraiment besoin avoir de dentistes qui offrent les services à ces personnes-là, vu les besoins justement qui vont être en augmentation. D'ailleurs, ici, je voulais comme un peu décomposer parce qu'on parle de 65 ans et plus, mais je voulais comme le décomposer par les tranches d'âge, 65 à 74, 75 à 84 et 85 ans et plus. Donc, on voit, selon l'Institut de la statistique du Québec, la projection démographique. On voit l'augmentation des personnes de 65 ans et plus,
mais ce qu'on observe aussi, c'est une transformation avec une augmentation de la proportion de 75 ans et plus, et celle des 85 ans et plus qui va tripler d'ici 2071. Et quand on parle d'avancement en âge, ce qui est important aussi de savoir, c'est la prévalence de la démence qui augmente avec l'âge. Donc, la prévalence de la démence est à peu près de 13 à 15% auprès des 65 à 74 ans, mais quand on avance en âge, elle est à peu près de 50% auprès des 85 ans et plus. Donc, cette augmentation en âge fait en sorte qu'on a plus de problèmes de déficit cognitif. Donc, on va avoir une augmentation de la proportion de la population qui va présenter des déficits cognitifs, qui ne va pas être capable justement de prendre soin de sa bouche. D'autre part, toujours selon les données de l'Institut de la statistique du Québec, 3 personnes sur 4 âgées de 65 ans souffrent d'une maladie chronique. Donc, quand on parle de maladie chronique, on parle de médication, la médication qui peut entraîner de la xérostomie. Et vous savez tous le rôle important de la salive, le rôle tampon pour prévenir la carie, les infections fongiques et bactériennes. Donc, avoir moins de salive plus les déficits cognitifs fait en sorte que les problèmes bucco-dentaires se développent encore plus rapidement auprès des personnes âgées. J'ai aussi voulu présenter rapidement les chiffres qui présentent le besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne et activités de la vie domestique. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ah non. Pour les activités de la vie quotidienne et domestique, c'est le besoin d'aide. Donc, plus on avance dans l'âge, plus le besoin d'aide est important. Et l'autre paramètre, c'est bien que favorable, nos personnes âgées, on a de moins en moins de personnes qui présentent des prothèses dentaires. Donc, on voit la diminution de la proportion des personnes âgées qui présentent des prothèses dentaires. Donc, bien que favorable, ça mène c'est plus facile de nettoyer des prothèses dentaires quand la personne présente une perte d'autonomie que brosser les dents parce que la bouche reste quand même une région qui est intime. Donc, ça mène plus de challenges là pour effectuer les soins d'hygiène quotidienne de la bouche. Je vais devoir aller plus rapidement. Donc, si on va avoir un coup d'œil rapide sur la santé bucco-dentaire, comme avait mentionné tantôt Dr. Allison, il y a peu de données auprès pour les données de santé dentaire. Il y a le mémoire de l'ODQ qui a apparu en 2007 qui a montré que la santé bucco-dentaire la situation est préoccupante. Sinon, il y a l'enquête sur le vieillissement 2008-2009 dont Dr. Allison a parlé tantôt, mais cette étude-là n'aborde pas la situation des personnes âgées en perte d'autonomie. On parle des personnes de 65 ans et plus, mais pas ceux en perte d'autonomie. Également, le rapport de l'Institut de santé publique en 2016, ce rapport aussi n'aborde pas les enjeux de santé bucco-dentaire des personnes âgées en perte d'autonomie et également l'enquête canadienne de santé dentaire qui a été publiée dernièrement, mais qui n'aborde pas les enjeux de santé dentaire pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Donc, les seules données disponibles, c'est celles de 2006 qui ont été menées par Dr. Corbeil et qui ont montré que la santé bucco-dentaire, malheureusement, de nos aînés en CHSLD est déplorable. Des prothèses instables, des caries, des problèmes parodontaux, maintenant on voit des implants aussi, des problèmes de périimplantite, des infections fongiques à cause des prothèses qui sont des fois pas propres et des problèmes, justement, le système immunitaire qui est plus démuni, qui fait en sorte que les infections bactériennes fongiques se développent plus rapidement. Donc, comment aider nos personnes âgées à avoir une meilleure santé bucco-dentaire? Donc, avant, en CHSLD, il n'y avait pas de programme de soins bucco-dentaires. Tout le corps est évalué, sauf la bouche. Depuis février 2019, il y a un programme qui a été développé par le ministère de la Santé et Services sociaux pour mettre en place les soins d'hygiène quotidienne de la bouche et soins bucco-dentaires auprès de nos aînés en CHSLD. Donc, je suis fière de dire qu'au Québec, maintenant, on a un programme en CHSLD qui s'occupe de la santé bucco-dentaire de nos aînés. Avant de mettre en place le programme, on a développé des formations, on a intégré des équipes dentaires qui maintenant offrent des soins en CHSLD. Les enjeux qu'on a, c'est le manque de dentistes, au fait,
et le délai d'attente. Donc, dans les CHSLD où il y a des dentistes, déjà, le délai d'attente est lent, mais il y a certains CHSLD où il n'y a pas de dentiste du tout. L'autre enjeu, c'est l'absence de soins en soins à domicile. Donc, les patients passent plusieurs années en soins à domicile, ils arrivent en CHSLD avec une santé bucco-dentaire qui est assez maganée. Donc, pour les pistes de solutions, c'est important vraiment de travailler sur la prévention pour l'intégration des soins bucco-dentaires en soins à domicile, pour que le personnel qui se promène, qui se déplace en soins à domicile puisse en même temps faire une évaluation de la santé bucco-dentaire, permettre les soins d'hygiène quotidienne de la bouche. Aussi, la recherche, très importante de travailler en recherche pour innover, pour découvrir des produits, pour prévenir les problèmes bucco-dentaires, des nouvelles technologies aussi, et l'éducation, développement de programmes en interdisciplinarité. Également, la formation de nos futurs dentistes pour les familiariser à l'utilisation de la dentisterie portative, la mise en place de stages en CHSLD pour qu'ils puissent familiariser avec cette clientèle-là. Également, la télédentisterie est parmi les pistes de solutions très importantes, très prometteuses pour permettre les soins bucco-dentaires à distance. Donc, pas les soins bucco-dentaires à distance, mais permettre déjà une priorisation des urgences, permettre aussi la planification des traitements et ça va permettre de réduire les coûts et aussi permettre plus de soins aux personnes qui sont dans les régions rurales, donc une diminution de la disparité en matière de soins bucco-dentaires. Donc, pour finir, c'est vraiment très important d'agir. La population vieillissante est en augmentation et les besoins sont vraiment énormes. C'est très important de consolider la formation de nos futurs étudiants, la formation, les stages cliniques, la recherche aussi. Et d'ailleurs, je suis très contente parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par la recherche. Rien qu'avec la mise en place du stage, il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés, donc je les encourage vivement. Et aussi, donc, favoriser l'approche collaborative, proposer des modèles de soins en soins à domicile. Présentement, c'est important de penser, réfléchir à un modèle de soins pour pouvoir permettre les soins bucco-dentaires à ces personnes-là et sensibiliser les personnes âgées et leurs proches aidants à ces enjeux, les problèmes bucco-dentaires, pourquoi ils se développent, comment les prévenir, parce que ça reste méconnu pour plusieurs personnes. Je suis désolée, j'ai dépassé. Merci. Merci, Nadia. Merci surtout pour ton enthousiasme. Alors, j'espère qu'elle vous aura convaincu de porter attention maintenant à la santé bucco-dentaire des personnes âgées.